parlementaires. Et c'est ces contre-pouvoirs-là qui font que l'état des droits peut vivre et que personne n'est au-dessus de la loi, y compris ceux qui gouvernent, y compris le président de la République, qui n'est pas un Deus ex machina, mais qui constitue un citoyen comme tout le monde, la Constitution. Eh bien, la Haute Cour de justice peut l'interpeller. Et si n'importe quelle administration outrepasse ses pouvoirs confiés par notre Constitution, eh bien, il peut être interpellé par les contre-pouvoirs qui sont indépendants et qui agissent pour permettre de réguler le jeu démocratique. Alors, donc voilà ce que c'est que le passage du multipartisme à la démocratie. Voilà, on va aborder un point assez important, c'est sûr, et c'est évident que vous êtes pour le renouvellement de la vie politique, que vous portez une alternance profonde, vous acceptez, est-ce que vous accepteriez de travailler dans votre équipe, si vous êtes élu, de travailler avec tous ceux qui vous traitent aujourd'hui de politique, d'opportunistes? Est-ce que vous allez travailler avec vos anciens camarades du PPACI, ceux qui vont faire les votes face? Vous savez, j'ai commencé la politique en 83 et j'ai été directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement. Vous pouvez faire votre enquête, vous verrez que j'ai travaillé avec ceux-mêmes qui m'avaient combattu. Tout simplement parce qu'ils avaient du talent. Et pour diriger une telle structure, on n'a pas besoin d'être partisan, on a besoin de savoir calculer des ponts, calculer des routes. Il faut avoir le talent et les compétences nécessaires pour le faire. Et j'ai choisi mes collaborateurs indépendamment de leur appartenance politique, uniquement sur la base de leurs compétences. Et des gens qui m'ont combattu. D'autres même ont contribué à me faire envoyer de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Mais je travaille avec eux. Avant Melo, j'aimerais qu'on aborde un point de vos opérations stratégiques, dont la Côte d'Ivoire démocratique que vous voulez construire. Vous parlez de prendre une loi d'amnistie générale pour la libération des prisonniers civils, des prisonniers politiques militaires liés à la crise post-électorale de 2021. Vous incluez des sanctions qui frapperaient des candidats à la présidentielle. Ma question, est-ce qu'avec une loi d'amnistie générale, on ne vient pas institutionnaliser l'impunité? Non, si vous lisez bien le programme, vous verrez que je propose, je dirais, une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle, justement, sera pilotée par le Conseil des sages qui va se décliner dans toutes les localités. Pour que, depuis que nous sommes en crise, c'est-à-dire depuis les années 99, avec toutes les crises que nous avons connues jusque maintenant, que les victimes soient face à leur bourreau. Et qu'on identifie les préjudices qui ont été causés aux uns aux autres, qu'on répare ces préjudices-là et que les bourreaux demandent pardon et que les victimes acceptent ou refusent pour que le processus continue jusqu'à ce qu'on aboutisse à une véritable réconciliation nationale par une justice transitionnelle. Il y a eu le CDVR qui avait été mis en place en 2012. Eh bien, ce CDVR-là a fait un grand boulot. J'ai même lu la totalité des conclusions de ce CDVR, mais il n'y a pas eu de relais institutionnel. Il y a eu des tentatives de réparation, mais qui n'ont pas concerné l'ensemble des victimes. Et aujourd'hui, le résultat est là. Eh bien, la méfiance entre les Ivoiriens continue de croître. Et nous devons briser ces murs de méfiance-là pour recoller la Côte d'Ivoire et bâtir la patrie de la vraie fraternité. La loi d'amnistie générale ne va-t-elle pas fragiliser l'autorité judiciaire? Pas du tout, puisqu'il y a une justice transitionnelle, qui est aussi une forme de judiciarisation des victimes et donc une forme de prise en compte des préoccupations des uns et des autres et une forme de réparation des injustices que les victimes ont subies pendant toutes ces périodes de crise-là. Et donc, il n'y a pas d'impunité. Il y a tout simplement un processus de vérité, de justice et de réconciliation. Est-ce que justement sur la réconciliation, votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que notre pays a l'image d'un pays réconcilié? Non, pas du tout. Je vous ai parlé des murs de méfiance qui existent et de la distance qui augmente entre les partis politiques et de la crise dont les étincelles sont visibles sous nos yeux. Et donc, il y a une tension tellement forte qu'aujourd'hui, eh bien, les Ivoiriens se regardent vraiment comme des personnes qui ne vivent même pas dans le même pays. C'est-à-dire, ils se côtoient, mais ils ne fraternisent pas.
Je vous ai dit tout de suite que même quand vous allez chez quelqu'un, vous avez même peur de boire de l'eau ou de manger chez la personne. Tout simplement parce qu'il y a une certaine méfiance qui frise même, je vais dire, l'adversité. Et ça, c'est pas bon pour un pays. Il faut créer la patrie, la vraie fraternité, comme par le passé. Dans la réconciliation nationale que vous voulez bâtir, dans cette loi d'amnistie générale, vous incluez les candidats à la présidentielle de 2025. Est-ce que nous sommes vraiment en train de travailler sur la démocratie ou bien c'est un moyen pour vous de vous rapprocher, de vous dédouaner auprès de votre ancien mentor, Laurent Gbagbo? L'état de droit ne concerne pas des individus. C'est un état de droit. Parce que la justice aujourd'hui est instrumentalisée dans le cadre du parti-État, où le pouvoir absolu gangrène l'ensemble des institutions de la République et il y a un régime présidentialiste qui écrase les contre-pouvoirs. Voilà pourquoi il y a des abus de pouvoir et l'exclusion des différents candidats de la République, de ma lecture, constitue des abus de pouvoir. Et donc, pour moi, il faut réparer ces abus-là en présentant une loi tout simplement pour aller progressivement vers l'état de droit. L'état de droit ne se préoccupe du droit qui doit être dit. Voilà ma volonté de construire une véritable démocratie et un état de droit, puisque les deux constituent les deux facettes du processus démocratique. Alors bien, Awa Domelo, le droit doit être dit, vous l'avez si bien dit. Alors, si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur RTI 1, sur Radio Côte d'Ivoire et RTI Info, monsieur Awa Domelo, candidat indépendant à la présidentielle, est d'en face aux électeurs pour expliquer son projet de société articulée autour de la participation constructive au processus démocratique. Et pas seulement, maintenant nous abordons le point d'orgue de tout son argumentaire, la souveraineté. Il réclame la nécessité de reprendre le contrôle des leviers économiques et stratégiques, étant, lui, bien entendu, le garant d'un nouveau modèle de développement. Alors, pour comprendre bien ce pan de votre projet, il est utile, M. Awa Domelo, de fixer dans la mémoire collective le terme de souveraineté. Alors, dites-nous, que doit-on comprendre par souveraineté et comment se décline-t-elle? Bien, d'abord, il faut comprendre que l'indépendance n'est pas la souveraineté. Un pays peut être indépendant et parce que le pays manque de compétences pour prendre en charge tous les aspects du développement, ce pays-là peut sous-traiter à l'ancienne puissance coloniale des pans entiers de son développement. Vous avez vu qu'au début des années 60, eh bien, tous les enseignants étaient des Français. On a sous-traité notre éducation à la France. Vous avez vu que notre administration, eh bien, il n'y avait que des conseillers techniques qui avaient en charge la prise en main des dossiers techniques de l'ensemble des ministères. Et donc, c'était une forme de sous-traitance. Vous constatez qu'au niveau militaire, nous avons eu des accords de défense qui ont confié la défense du territoire à l'ancienne puissance coloniale. Vous avez vu que les accords monétaires ont cédé notre souveraineté monétaire à l'ancienne puissance coloniale. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans le même contexte? On a tellement de cadres que des docteurs chôment. Donc ce que nous avons sous-traité hier, il faut les reprendre aujourd'hui pour que le développement de la Côte d'Ivoire soit l'œuvre des Ivoiriens eux-mêmes. Voilà le sens profond de la souveraineté. Et donc, dans le secteur de la défense, il faut reprendre tout simplement en annulant ces accords de défense. Dans le domaine monétaire, il y a tout un processus qui a été engagé pour créer une monnaie sous-régionale. Il est temps de se libérer des accords monétaires passés, qui sont des reliques de la colonisation. Et donc, cette liberté-là va permettre d'asseoir une monnaie souveraine sous-régionale. Et donc, en matière de développement économique, eh bien, lorsque vous regardez tous les contrats de concession, eh bien, ces contrats de concession-là, parce que les secteurs stratégiques faisaient partie des accords de défense, eh bien, vous voyez que c'est des contrats qui sont à la limite, respectent la règle 20-80, c'est-à-dire 80 pour l'extérieur, 20 pour le national, et donc c'est des rapports asymétriques qu'il faut inverser, tout simplement. Alors, pour comprendre bien, pour que nous soyons tous au même niveau d'information dans la souveraineté, nous avons le volet national avec la souveraineté financière, économique, avec des secteurs stratégiques, la souveraineté militaire, socio-culturelle. Alors, ce que nous allons faire, pour être plus précis, voilà, sur la question, nous allons parler de la souveraineté financière.
Est-ce que là, la création d'un fonds souverain que vous avez parlé, dont vous avez parlé devant le patronat et dans bien d'autres circonstances, ne pourrait pas se heurter à des difficultés de financement et de gestion compte tenu de l'endettement? C'est d'abord quoi, ce fonds souverain, c'est quoi? Ben, vous savez, les pays arabes, qui étaient des pays très pauvres, hein, c'était des pays de nomades qui n'avaient que le pétrole comme seule richesse. Et dans les années 1973, ce pétrole qui était contrôlé par les Occidentaux, eh bien, ils se sont appropriés de cette ressource unique qui constituait leur seule richesse. À partir de là, ils ont constitué, à partir des ressources tirées de la commercialisation du pétrole, des fonds souverains. Le fonds d'Abu Dhabi, le fonds qatari, le fonds, etc. Et vous constatez que ces pays-là, en moins d'une décennie, sont passés de pays pauvres, de nomades, à des pays hyper développés qui prêtent au monde entier des ressources financières à partir d'une seule ressource qui est le pétrole. Nous avons le cacao. Mais vous constaterez qu'au début des indépendances, la caisse stable qui avait en charge la commercialisation interne et externe du cacao, eh bien, engrangeait les excédents commerciaux. Et donc, c'est ça qui a constitué le fonds nécessaire pour développer la Côte d'Ivoire. Et c'est une forme de fonds de souveraineté qui n'a pas dit son nom. Et donc, à l'instar des pays arabes, à l'instar de ce que nous avons fait pendant les 20 premières années de notre indépendance, eh bien, il faut faire revivre un fonds souverain en partage. Parce que depuis 2011, il faut constater, c'est réel, une croissance de 7%. Mais c'est une croissance de l'extérieur, par l'extérieur et pour l'extérieur. Il faut partager cette croissance-là. Si Ouattara a créé la croissance, moi je vais créer le partage de cette croissance-là entre l'État, l'investisseur extérieur et les opérateurs nationaux. Et la part de l'État va alimenter ce que j'appelle le fonds souverain. Et justement, c'est ça qui va être le levier de la souveraineté financière, parce que le développement aujourd'hui se fait par crédit, par endettement. L'endettement hypothèque la souveraineté du pays, parce que c'est celui qui vous prête, qui vous dicte où vous devez investir. Sinon, il ne vous prête pas. Prête à ces conditions. Et lorsque vous avez vos propres ressources, vous financez selon votre vision du développement de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi la souveraineté financière est la clé de voûte de la souveraineté économique. j'ai une question à deux volets sur le fonds souverain. En quoi est-il différent de la caisse de dépôt et de consignation? Vous savez certainement, la Côte d'Ivoire a une caisse de dépôt et de consignation depuis 2018 dont le fonctionnement s'apparente au fonctionnement du fonds souverain que vous proposez. Oui, mais si vous faites le bilan, il n'y a pas grand-chose dedans. Tout simplement parce que la richesse qui est créée ne reste pas en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a très peu de ressources qui sont captées par la caisse de dépôt et de consignation. Le fonds souverain que je vais créer va partager les ressources issues de l'économie des matières premières. Le cacao, le café, l'EVA, le palmier à huile, le gaz, le pétrole, l'or, etc., etc. Donc, vous verrez que ce que les Arabes ont fait avec un seul produit, eh bien, vous imaginez un peu le volume et la capacité de notre fonds souverain. Ce que vous pouvez faire avec le cacao, avec la caisse stable, et tout ce que la Côte d'Ivoire a connu comme miracle, puisqu'on est parti jusqu'à parler de miracle ivoirien avec un seul produit. Parce qu'à l'époque, on n'atteignait même pas 1 million de tonnes, hein. Mais avec un seul produit, avec moins d'1 million de tonnes, vous avez vu ce que nous avons pu faire. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions de tonnes. Nous avons l'EVA, le palmier à huile, les noix de cajou, le pétrole, le gaz, l'or. Je vous laisse imaginer un peu la quantité d'argent que le fonds souverain va engranger pour faire le deuxième miracle de la Côte. Sur le deuxième volet